Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. La Côte d'Ivoire et les résultats du référendum. Et c'est une victoire écrasante pour le oui, 93%, mais avec une faible participation. Qu'est-ce qui va changer concrètement dans le pays? On va en parler dès le début de ce journal avec notre correspondante sur place à Abidjan, Anna Sylvestre-Renner. Le Rwanda qui accuse à nouveau la France. La commission de lutte contre le génocide vient de publier une liste de 22 officiers français qui seraient impliqués dans les massacres de 1994. Vous entendrez l'un des responsables de cette commission. La France n'a pas réagi pour l'instant. Et puis nous irons aux États-Unis. À une semaine tout juste de la présidentielle, nos correspondants se sont intéressés à la politique africaine des deux principaux candidats, Donald Trump et Hillary Clinton. Il faut dire que pour l'instant, l'Afrique a été complètement absente des débats. On va donc tout de suite prendre la direction de la Côte d'Ivoire où les résultats du référendum constitutionnel viennent de tomber. Anna Sylvestre-Renner, vous êtes à la commission électorale et ce n'est pas une surprise, c'est donc le oui qui l'emporte d'une manière écrasante. Oui, après plus de 48 heures d'attente, les résultats du référendum sont tombés et ont été annoncés ici même par la commission électorale indépendante à 93,42% des voix. Les Ivoiriens ont donc dit oui à une nouvelle constitution. Un score écrasant puisque le oui était en tête dans absolument toutes les régions de Côte d'Ivoire, mais surtout un score sans surprise puisque l'opposition avait appelé à boycotter ce scrutin. Dans ce contexte, le réel enjeu était en fait le taux de participation et cette participation, elle s'élève à 42,42% des voix. Un score moyen mais qui cache en fait d'énormes disparités entre le nord et le sud du pays. Le nord, traditionnellement acquis à Alassane Ouattara, qui globalement est allé aux urnes. La participation s'élève à 60, 70, 80%, mais au sud, clairement, on a boudé ce référendum. Dans certaines régions, la participation est de moins de 20%. Autant de chiffres qui sont déjà contestés par l'opposition. Celle-ci dénonce des fraudes. Elle parle d'un désaveu pour Alassane Ouattara et lui demande d'ores et déjà de renoncer à sa nouvelle constitution. Anna, vous parlez de l'opposition. Pourquoi est-ce qu'elle était si hostile à ce texte? Quels sont les changements dans la Constitution qui ont fait couler le plus d'encre en Côte d'Ivoire? Première nouveauté qui a fait énormément polémique ces derniers jours pendant la campagne, eh bien, c'est la création d'un poste de vice-président. Ce vice-président, il sera élu en même temps que le président sur un ticket un peu à l'américaine. Mais avant cela, dès maintenant, de façon transitoire, eh bien, il sera nommé par Alassane Ouattara. Peut-être que dans les jours qui viennent, on connaîtra le nom de ce vice-président. Le problème pour l'opposition, c'est qu'on connaît mal les contours de ce poste. Que va faire exactement ce personnage? Alassane Ouattara a lui précisé qu'il serait notamment chargé d'assurer l'intérim en cas d'empêchement ou bien de décès d'un président. Autre nouveauté qui a fait polémique, Pauline, c'est la création d'un Sénat, une deuxième chambre donc aux côtés de l'Assemblée nationale, une deuxième chambre dont un tiers des membres sera directement nommé par le président et non élu. Ce sont des dispositions monarchiques pour l'opposition, mais pour le pouvoir, au contraire, c'est cela qui permettra et la stabilité du pays pour des décennies. Merci beaucoup Anna Sylvestre-Renner qui était en direct avec nous d'Abidjan. Et on en vient à cette nouvelle passe d'armes entre la France et le Rwanda. La commission de lutte contre le génocide vient de publier une liste de 22 officiers français qu'elle accuse d'implication dans les massacres de 1994, des noms qui avaient déjà été cités dans des rapports précédents. Mais cette nouvelle publication est une réponse à la réouverture récente en France de l'enquête sur l'attentat contre l'ex-président Juvénal Habyarimana. Pour cette commission, la France cherche tout simplement à camoufler sa propre responsabilité. Écoutez l'un des responsables de la commission. Ce qui est outrageant, c'est que ces mêmes officiers qui ont été impliqués dans des crimes extrêmement graves, comme l'entraînement des miliciens, comme la préparation des listes de personnes à tuer, on retrouve actuellement impliqués dans une série d'actes négationnistes. Et certains de ces officiers-là, comme le général Jacques Hogar, comme le général Jacques Rosier, comme le général Jean-Claude Lafourcade, nous pensons qu'en tant que supérieurs hiérarchiques, ils ont couvert des crimes
graves qui ont été commis par des soldats français au rôle de l'opération turquoise. Pour vous, le fait que l'enquête ait été rouverte récemment en France sur l'attentat contre l'avion de l'ancien président Habyarimana et qui pourrait impliquer de hauts responsables actuels au Rwanda, selon vous, la rouverture de cette enquête, elle serait là pour camoufler en quelque sorte le rôle de la France? C'est ça que vous dites également dans le rapport? Oui, la Commission nationale de lutte contre le génocide du Rwanda est claire. Nous pensons que les militaires français ont été des acteurs immédiats qui ont accédé au site, au lieu du tir, et maintenant nous trouvons qu'ils sont en train de ne pas chercher à clôturer le dossier pour prononcer un non-lieu. Et pour nous, c'est un acte qui certainement vise à cacher ces graves responsabilités que nous dénonçons dans le communiqué que nous avons publié hier. L'agent Damasen Bizimana que nous avons joint tout à l'heure, juste avant ce journal. Les autorités françaises n'ont pas souhaité réagir pour l'instant. Selon l'un des officiers que nous avons contactés, c'est aux politiques, au chef de l'État, de défendre l'honneur de la France. Des milliers de personnes ont assisté à Kinshasa aux obsèques de 6 militants de l'opposition. Ils avaient été tués lors de manifestations contre le président congolais les 19 et 20 septembre dernier. Les 6 cercueils ont été exposés au siège de leur parti, l'UDPS, avant d'être emmenés au cimetière, entourés de milliers de militants scandant des slogans hostiles au chef de l'État. Le leader de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, projette de tenir un meeting populaire ce samedi à Kinshasa. Au Burundi, il est pourtant l'un des rares opposants qui avait accepté de collaborer avec les autorités malgré la crise. Agathon Rwasa, le leader du FNL et son parti se disent victimes de harcèlement. Les arrestations de ces militants se sont multipliées. Récemment, plusieurs d'entre eux auraient même été assassinés. Écoutez la réaction de l'opposant. Si on veut de bonnes élections, il faut d'abord laisser le peuple libre. Apparemment, on veut prendre le peuple en otage. Et on veut qu'on n'entende qu'un seul son de cloche quand il y en a plusieurs. Et évidemment, c'est un signe de faiblesse. Aujourd'hui, on doit se focaliser sur les problèmes de l'heure et proposer des voies de sortie, des voies d'issue. Et là, je ne pense pas que ce sont seulement les gens du CNDD-FDD qui pensent aux problèmes et aux défis du Burundi. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a décidément l'habitude des tribunaux poursuivis dans un scandale de corruption. Cette fois, c'est lui qui saisit la justice pour bloquer la sortie d'un rapport. Un rapport qui pourrait être bien compromettant. Nicolas Germain. Les membres du parti de l'opposant Julius Malema manifestent devant la haute cour de justice de Pretoria. En tout, 4 partis d'opposition s'opposent à la requête de Jacob Zuma. Le président sud-africain essaye de bloquer la publication d'un rapport qui pourrait l'éclabousser. Rédigé par l'ancienne médiatrice de la République, Thuli Madonsela, ce rapport s'intéresse à la richissime famille Gupta, qui est très proche de Zuma. Les Gupta sont soupçonnés d'être intervenus dans la nomination de ministres. Le président sud-africain affirme qu'il n'a pas eu le temps de répondre aux questions de la médiatrice. C'est une tactique typique de Jacob Zuma. Il essaye de gagner du temps. Il sait que ce rapport va lui faire mal. Il essaye de l'interdire et s'il le peut, il essaiera de faire en sorte que cette affaire passe devant la Cour suprême, devant la Cour constitutionnelle, pour repousser tout ça l'année prochaine. Jacob Zuma et la famille Gupta rejettent toutes les accusations de corruption. Mardi, la Cour a jugé recevables les arguments de l'opposition. Elle entendra les 2 parties adverses mercredi. Cette corruption d'État supprime des opportunités pour les Sud-Africains pauvres. Elle crée du chômage. C'est de la corruption. Jacob Zuma a déjà survécu à une série de scandales. Âgé de 74 ans, son 2e mandat présidentiel s'achève en théorie en 2019. L'affaire Mohsin Fikri continue à faire des remous au Maroc. La mort de ce vendeur de poissons écrasé par une benne alors qu'il voulait empêcher la saisie de sa marchandise a provoqué une vague de manifestations à travers le pays. Et ce mardi, 11 personnes ont été entendues par la justice. Écoutez les précisions de notre correspondante sur place, Sarah Doublier. 11 personnes ont été présentées devant la justice aujourd'hui, parmi elles des cadres du ministère de la Pêche, mais aussi des agents d'autorité du ministère de l'Intérieur. Tout cela pour tenter de déterminer les circonstances exactes de la mort de Mohsin Fikri ce vendredi à Loseima. Alors si cette enquête n'a pris que quelques jours, si elle a été si rapide, c'est véritablement pour tenter de répondre le plus rapidement possible aux exigences de justice des protestataires ces derniers jours, des Marocains qui exigeaient que l'on fasse toute la lumière sur la mort tragique
de ce poissonnier. Alors cette enquête a été diligentée et surveillée de très près en haut lieu. Le ministre de l'Intérieur a été dépêché par le roi Mohamed VI pour surveiller, pour chapeauter cette enquête. Aujourd'hui, tout porte à croire que le fait d'avoir désigné des responsables dans ce drame devrait calmer et satisfaire une grande partie de l'opinion. Hier encore, des manifestations, des rassemblements se sont tenus dans plusieurs grandes villes du royaume, mais ils étaient en moindre intensité. Aujourd'hui, le Maroc est particulièrement soucieux de l'image qu'il renvoie à l'international, car dans quelques jours, les projecteurs seront rivés sur le royaume chérifien avec l'ouverture ce lundi de la COP22. Un rapport accablant contre les casques bleus au Soudan du Sud. Il concerne les violences du mois de juillet dernier entre les troupes fidèles à Riek Machar et les forces gouvernementales. Selon ce rapport de l'ONU, la mission onusienne a réagi de manière chaotique. On en parle tout de suite avec Emmanuel Saint-Martin, en direct avec nous de New York. Emmanuel, Ban Ki-moon n'a pas tardé à réagir. Il a réclamé la tête du commandant de la MINUS. Oui, virait ce commandant kényan de ces forces, de ces casques bleus. Et c'était le moins qu'il pouvait faire, le secrétaire général des Nations Unies, face à ce rapport. Vous avez employé le mot accablant et c'est finalement le moins qu'on puisse dire. C'est rare de lire des rapports aussi sévères venant des Nations Unies contre une institution finalement des Nations Unies, ces casques bleus sur le terrain, puisqu'il apparaît que ces casques bleus sur le terrain, finalement, ils n'ont rien fait face à ces attaques des troupes gouvernementales sur l'hôtel terrain qui était occupé par des gens de l'ONU et aussi des civils, dont certains ont été tués. 20 personnes qui étaient sous la protection des Nations Unies ont été tuées pendant ces 3 jours. Eh bien, c'est en partie à cause de cette inaction des casques bleus, d'une désorganisation du commandement, du fait qu'il y avait finalement plusieurs responsables, analyse ce général hollandais qui a fait ce rapport, et puis du fait que ces casques bleus étaient finalement préoccupés par leur propre sécurité et pas par leur mission de protection des civils. Il le dit en ces termes, c'est extrêmement sévère. Il y a des choses très dérangeantes, très troublantes dans ce rapport, comme par exemple cette agression sexuelle qui avait lieu sous les yeux de certains de ces soldats, de certains de ces casques bleus. Il a fallu que ce soit des civils, des employés civils des Nations Unies qui interviennent pour faire cesser cette agression sexuelle, alors que les casques bleus, les militaires qui sont là pour protéger les civils, eux, ne faisaient rien. Donc vous le voyez, c'est vraiment un rapport tout à fait accablant pour ces casques bleus qui aura des répercussions au Sud-Soudan, c'est sûr. Hein. Vous savez que cette mission du Sud-Soudan, cette mission des Nations Unies du Sud-Soudan est attaquée, mise en cause depuis bien longtemps, mais sans doute aussi plus largement sur les casques bleus, parce que ce sont le type d'accusations qui sont très souvent faites sur les casques bleus. C'est très rare qu'on ait des rapports aussi détaillés, aussi précis sur ce type d'accusation, justement. Merci beaucoup pour ces précisions, Emmanuel Saint-Martin, en direct de New York. Et on parlera de la place de l'Afrique dans la campagne électorale aux États-Unis dans notre prochaine édition dans moins d'1 heure. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'info continue tout de suite sur France 24.